Un vent glacial balaye les tentes en lambeaux de Hooverville. Une mère se blottit sur un poêle de fortune, remuant une soupe aqueuse. Elle se remémore les conseils radio d'étirer la nourriture et de faire avec. Elle fait de son mieux, mais elle sait que ce ne sera pas suffisant. Pas pour ses enfants, pas pour son mari. Debout au loin dans une file d'attente pour du pain, son costume autrefois fier et poussiéreux. C'était l'Amérique, pendant la Grande Dépression, une nation mise à genoux. Toute cette dévastation a été causée par quelque chose d'inattendu, les tarifs douaniers. Où était-ce le cas ? Les tarifs douaniers ont-ils vraiment provoqué la pire crise économique de l'histoire moderne ? Pourraient-ils le refaire ? Nous allons tout décomposer dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographic Show. Les tarifs douaniers ont-ils vraiment causé la Grande Dépression ? Vous avez sûrement entendu parler de la Grande Dépression, comme tout le monde. Krach boursier, faillite bancaire, des millions de chômeurs. En 1933, un Américain sur 4 était sans emploi, et ce n'étaient pas seulement des ouvriers d'usine ou des agriculteurs. Les revenus des médecins, avocats et autres professionnels de la classe moyenne supérieure ont chuté jusqu'à 40%. Des familles autrefois aisées se sont soudainement retrouvées à lutter pour survivre, leurs économies anéanties et leur avenir incertain. C'était une époque où faire avec ou se passer n'était pas seulement un dicton, c'était une stratégie de survie. Les familles prolongeaient les repas, raccommodaient les vieux habits et marchaient longtemps au lieu de conduire pour économiser. Avec un taux de chômage record, posséder et entretenir une voiture était un luxe inaccessible pour beaucoup. La contrainte financière a déchiré les familles et les communautés. Les divorces ont baissé, mais l'abandon a grimpé en flèche. Les hommes, honteux et frustrés de ne pouvoir subvenir aux besoins familiaux, disparaissaient souvent sans laisser de traces, abandonnant épouses et enfants à leur sort. Pour saisir le rôle des tarifs dans la dégradation de la situation, revenons en arrière. Bien avant, et pas uniquement en 1929 au début de la Grande Dépression. Non, nous parlons de la dépression qui a tout déclenché, celle que l'histoire oublie presque. La dépression oubliée. La dépression oubliée a duré seulement 18 mois, de janvier 20 à juillet 1921, mais elle a été brutale. Le marché boursier américain à 47% et les bénéfices des entreprises de plus de 90%. Le chômage a atteint près de 12%. Il était juste de 1,4% pendant la Première Guerre mondiale. À la suite de cette guerre, les États-Unis ont fait face à une transition délicate. Les usines ont fermé. 1,6 million de soldats sont rentrés chez eux pour inonder le marché du travail, et l'inflation a grimpé en flèche. En réponse, le gouvernement a réduit les dépenses de 75%, de manière stupéfiante, et a augmenté les taux d'intérêt à 7%. Le résultat a été une chute historique de 32,5% de la production industrielle, la pire à l'époque. Les prix ont chuté de plus de 15%, et les entreprises ont échoué en masse, laissant des millions de personnes lutter pour survivre. Le tournant est survenu lorsque le président Woodrow Wilson a réduit les dépenses fédérales de 65%, passant de 18,5 milliards de dollars à 6,5 milliards. L'austérité a stabilisé l'économie, menant aux années folles. En mars 1921, Warren Harding avait pris le relais, et sa présidence a été marquée par un changement important, le retour à des tarifs plus élevés aux États-Unis. Les États-Unis ont connu une relation instable avec les tarifs douaniers. Il défend tantôt le libre-échange, tantôt des tarifs douaniers, élevés pour protéger les industries nationales. C'est une montagne russe économique, oscillant entre protectionnisme et marché ouvert, en fonction du climat politique et économique. Le protectionnisme désigne les politiques gouvernementales limitant le commerce international. Imaginez une clôture protégeant l'économie nationale et les entreprises locales de la concurrence étrangère. C'est une idée simple. Restreindre les importations favorise la prospérité des industries locales. Les importations peuvent être limitées de plusieurs façons, notamment par des tarifs, qui sont les plus courants. Les tarifs sont des taxes sur les importations qui renchérissent les produits étrangers, incitant à l'achat local. Les débuts de l'Amérique ont été marqués par le protectionnisme. Cependant, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les États-Unis prospéraient, grâce à un commerce relativement libre, comprenant que le commerce international rendait les grandes guerres trop onéreuses. Le tarif Underwood-Simmons de 1913 a été celui qui a brisé la tradition du protectionnisme en abaissant les tarifs et en introduisant un impôt sur le revenu. C'était un pas audacieux vers le libre-échange, mais cela n'a pas duré longtemps. La Première Guerre mondiale a replongé les nations, dont les États-Unis, dans une mentalité protectionniste. Lorsque les États-Unis ont quitté la guerre, le paysage politique s'était transformé. Les économies européennes se remettaient, et les industries américaines étaient confrontées à une nouvelle concurrence. Les agriculteurs américains, qui vendaient leurs récoltes en Europe pendant la guerre, perdaient désormais ces marchés, alors que l'agriculture européenne reprenait. La loi d'urgence sur les tarifs de 1921
a été adopté pour protéger les industries et les agriculteurs américains de la concurrence. Mais ce n'était que le début. Le changement réel est arrivé en 1922. Sous la présidence de Harding, la loi tarifaire Fortney-Macomber a augmenté les tarifs au-delà des niveaux de 1913. Cette loi ne se limitait pas à des taux plus élevés. Elle permettait aussi au président d'ajuster les tarifs jusqu'à 50% pour équilibrer les coûts de production nationaux et étrangers. Le but était de protéger les industries américaines de la concurrence étrangère. Mais il y avait un problème. Le tarif Fortney-Macomber a eu une conséquence imprévue en paralysant les exportations européennes vers les États-Unis. La pénurie de dollars américains a compliqué le remboursement des dettes des pays en guerre, exacerbant les difficultés économiques. Au lieu d'aider l'économie mondiale à se rétablir après la Première Guerre mondiale, le tarif a empiré la situation, créant des frictions entre les États-Unis et ses alliés, et freinant la reconstruction de l'Europe d'après-guerre. Pendant ce temps, aux États-Unis, les tarifs ont continué à grimper durant les années 20. Ces augmentations ont déséquilibré les relations commerciales entre les États-Unis et ses partenaires, impactant significativement le commerce mondial. Au début des années 1930, le monde avait adopté le protectionnisme, et les États-Unis avaient préparé le terrain pour les futures batailles commerciales qui allaient en façonner l'économie mondiale. Cela nous amène au tout début de la Grande Dépression, un moment où le monde semblait plongé dans le chaos. Les années 1920 aux États-Unis étaient une décennie de croissance effrénée, comme un rêve fiévreux durant ces années folles. Tout était en plein essor, voitures, radios et appareils ménagers. Les Américains achetaient tout, y compris des actions dans lesquelles ils investissaient massivement. Les gens étaient en effervescence, se jetant à corps perdu dans le marché, espérant s'enrichir rapidement et ressentant une hausse du marché qui semblait inarrêtable jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Les prix des actions ont grimpé en flèche. L'indice clé du marché boursier, le Dow Jones Industrial Average, a grimpé de près de 162% en seulement 5 ans. Mais comme le sait quiconque a fait un tour de montagne russe, ce qui monte doit redescendre. Cette balade allait bientôt s'écraser brutalement. Et la descente commencerait en octobre 1929. C'est alors que l'impensable s'est produit. Le marché boursier s'est effondré. Tout a commencé le 24 octobre, le jeudi noir. Le marché a entamé sa dégringolade, déclenchant une panique généralisée. Un bref rebond a suivi, mais ce n'était qu'un leurre. Les dégâts causés par le lundi noir et le mardi noir étaient irréparables. Le Dow a chuté de près de 90% au cours des années suivantes, transformant le rêve américain en cauchemar pour beaucoup. Mais le krach n'était pas la fin. C'était juste le début. Une fois que le marché s'est effondré, tout le reste a suivi. L'économie s'est figée. Les banques ont fait faillite. Les entreprises ont fait faillite. Les gens ont perdu leur emploi. Face à la perte de leur richesse, les consommateurs ont cessé d'acheter, entraînant la fermeture des usines et des magasins. Le pays entier s'est figé. Et n'oublions pas les agriculteurs. Après la Première Guerre mondiale, ils souffraient déjà de surproduction. Les prix agricoles chutaient, et ils ne pouvaient pas rembourser leurs dettes. C'était une tempête parfaite qui empirait. Puis vint la décision fatidique du gouvernement américain. Le président Herbert Hoover, qui avait déjà promulgué plusieurs politiques majeures, a décidé de signer la loi Smoot-Hawley Tariff Act en 1930. La loi Smoot-Hawley Tariff Act était souvent qualifiée de l'une des plus catastrophiques de l'histoire du Congrès. Et ce n'est pas seulement de la rhétorique politique, cela vient directement du site officiel du Sénat américain. Quand le Congrès admet son erreur, vous savez que c'était grave. Mais comment la loi Smoot-Hawley a-t-elle acquis une telle réputation peu flatteuse? Cela ne s'est pas fait par hasard. C'était un déraillement de train au ralenti qui s'est préparé pendant des années. Ce fut l'apogée de plusieurs années de protectionnisme croissant, de manœuvres politiques et, honnêtement, d'un manque considérable de vision économique. Nous avons déjà discuté des tarifs douaniers comme outil privilégié des décideurs pour protéger les industries nationales de la concurrence étrangère. Mais comparé à ce qui allait arriver, ces hausses n'étaient qu'un prélude. Pendant la Grande Dépression, Washington paniquait. Cherchant une solution, les législateurs se sont tournés vers un vieux remède familier, les tarifs douaniers. Et c'est ainsi que la loi Smoot-Hawley Tariff a vu le jour. Le projet de loi était à l'origine destiné à aider les agriculteurs en difficulté, en augmentant les droits sur les importations agricoles. Mais comme souvent en politique, les choses se sont compliquées. Les lobbyistes de diverses industries ont saisi l'opportunité d'ajouter des mesures protectionnistes pour de nombreux produits. Lors de la finalisation du projet de loi, il ne concernait plus uniquement l'agriculture. Il s'agissait d'une hausse de prix massive sur plus de 20 000 produits importés. Il n'est pas surprenant qu'environ 1000 économistes aient littéralement supplié le président Hoover de ne pas le signer. Mais malgré ses propres réserves, Hoover a quand même continué, signant officiellement la loi Smoot-Hawley Tariff Act le 17 juin 1930.
Mais les autres pays n'allèrent pas simplement l'accepter, car les tarifs s'accompagnent souvent de conséquences imprévues. Et donc Smoot-Hawley a déclenché ce que l'économiste Chris James Michener a appelé la mère de toutes les guerres commerciales. 9 pays, dont l'Argentine, l'Australie, le Canada, Cuba, la France, l'Italie, le Mexique, l'Espagne et la Suisse, ont rapidement imposé des tarifs ciblant les produits américains. La réponse du Canada a été très remplie, étant le plus grand partenaire commercial de l'Amérique à l'époque. En 1929, 18% des exportations américaines allaient au Canada et 11% des importations américaines en provenaient. Cette relation économique a été rapidement détruite. Au début, le premier ministre canadien William Lyon Mackenzie King n'a imposé des tarifs que sur 16 produits américains. Mais quand Kirby Bennett a pris le relais en 1930, il a accentué la pression. Le Canada a encore augmenté les tarifs sur les produits américains, tout en réduisant simultanément les tarifs sur environ 270 produits du Royaume-Uni et de ses dominions. En 1932, le Canada a organisé un sommet commercial massif avec les autres territoires britanniques, jetant les bases d'un bloc commercial qui excluait activement les États-Unis. Le protectionnisme américain a rapproché le Canada de la Grande-Bretagne, entraînant une hausse des exportations canadiennes, notamment agricoles, vers le Royaume-Uni. L'industrie que Smoot-Hawley devait protéger aux États-Unis. Mais ce n'était que le début. Au total, 25 pays finiraient par riposter avec leurs propres droits de douane. Les pays déjà en difficulté à cause de la Grande Dépression ont été confrontés à des obstacles supplémentaires pour vendre aux États-Unis, aggravant la situation. Les exportations américaines vers les nations sanctionnées ont baissé de 28 à 32%. Même les pays n'ayant pas répliqué ont réduit leurs 15 à 23%. Le commerce mondial s'est effondré de 66% entre 1929 et 1934. Un pays particulièrement touché était l'Allemagne. Déjà endettée par les réparations de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne misait sur les exportations pour gagner l'argent nécessaire au paiement de ses factures. Smoot-Hawley a coupé une source principale de revenus, aggravant la crise économique. L'économiste lauréat du prix Nobel, Paul Samuelson, l'a décrit le mieux. Les cyniques étaient ravis du spectacle d'un pays essayant de recouvrer des dettes de l'étranger, et en même temps fermant la porte à leurs importations qui auraient pu seules fournir le paiement de ces dettes. Autrement dit, l'Amérique voulait récupérer son argent sans rien acheter en échange. L'effondrement financier de l'Allemagne a aggravé sa souffrance et ouvert la voie à l'ascension d'Adolf Hitler au pouvoir. Avec une économie en ruine et un désespoir à son comble, les voix extrémistes ne semblaient soudainement plus si extrêmes. Alors que l'économie s'effondrait et que le chômage explosait, la promesse d'Hitler d'un renouveau économique et d'une force nationale devenait terriblement attrayante. Moins de 3 ans après la signature de Smoot-Hawley, Hitler devint chancelier de l'Allemagne. Mais les répercussions de Smoot-Hawley n'étaient pas seulement économiques, mais aussi politiques. 35 gouvernements ont protesté formellement contre cela, poussant des nations à former de nouvelles alliances commerciales excluant délibérément les États-Unis. Cela reflétait l'isolationnisme américain des années 1930, mais ce nationalisme économique n'était pas nouveau. L'expression America First était déjà couramment utilisée à l'époque pour décrire les politiques protectionnistes. Bien que le président Woodrow Wilson ait remporté le prix Nobel de la paix en 1919 pour la création de la Société des Nations, précurseur de l'Organisation des Nations Unies, les États-Unis ne l'ont jamais rejointe. Smoot-Hawley n'a fait que renforcer cette position isolationniste, faisant paraître l'Amérique moins coopérative et plus égoïste. Mais cela ne résout pas le problème central. Les tarifs ont-ils vraiment causé la Grande Dépression ? Il est facile de supposer que la loi Smoot-Hawley Tariff de 1930 n'a fait qu'aggraver la Grande Dépression. Surtout que la crise a officiellement commencé en 1929. Mais la réalité est ce qui est plus compliqué. C'est pourquoi l'impact réel des tarifs sur la Grande Dépression reste un sujet de débat même aujourd'hui. Les économistes divergent sur cette question. Certains affirment que la loi Smoot-Hawley a été le déclencheur de la Grande Dépression, transformant une récession en un désastre mondial. Mais qu'en est-il de la chronologie ? Si le marché boursier s'était déjà effondré, le tarif était-il vraiment à blâmer ? Ou était-ce simplement jeter de l'essence sur un feu déjà allumé ? Avant que le tarif ne soit promulgué en juin, 1930, l'économie était indubitablement en difficulté. Cependant, l'espoir d'une reprise subsistait. Mais ensuite, Smoot-Hawley a freiné le commerce mondial, coupant les entreprises américaines des marchés étrangers, juste au moment où elles en avaient le plus besoin. La guerre commerciale a fait chuter les exportations américaines de 5,2 milliards à 1,7 milliard de dollars, soit une baisse de 67%. Le secteur le plus touché a été l'agriculture, celui-là même que Smoot-Hawley tentait de protéger avant l'implication des lobbyistes. Des cultures comme le blé,
Le coton et le tabac, qui dépendèrent de la demande internationale, ont été durement touchés, poussant les agriculteurs à la faillite et provoquant l'effondrement de petites banques, surtout dans les zones rurales. Mais le plus choquant n'est pas que les tarifs douaniers aient causé la Grande Dépression. Selon l'économiste Jude Wanniski, le krach boursier de 1929 aurait été déclenché par les tarifs douaniers. Eh bien, l'anticipation des tarifs douaniers, c'est-à-dire, selon Wanniski, le marché a commencé à anticiper l'acte des décembre 1928. Presque 8 mois avant que Hoover ne signe le projet de loi, Wall Street a paniqué, comme si elle pouvait sentir l'orage protectionniste imminent. Ce point de vue indique que la seule menace des tarifs à venir suffisait à effrayer les investisseurs. Cela a déclenché une réaction en chaîne menant à l'effondrement du marché boursier et au début de la Grande Dépression. D'un autre côté, certains économistes affirment que la dépression était déjà en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi Smoot-Hawley Tariff. Cela signifierait que les tarifs douaniers n'en sont pas la cause. En 1930, lors de l'adoption du projet de loi, le chômage augmentait. Le marché boursier était instable et l'économie se détériorait déjà. Les partisans de la théorie soulignent le fait que les exportations ne représentaient que 7% du produit intérieur brut des États-Unis en 1929. Quel aurait été le véritable impact des tarifs ? Souvenez-vous, les États-Unis avaient aussi augmenté les tarifs en 1922, sans pour autant déclencher la Grande Dépression. Selon certains, la dépression serait la cause du déclin du commerce, et non l'inverse. De nombreux experts s'accordent à dire que Smoot-Hawley n'a pas directement causé la dépression. Cela n'a fait qu'empirer une situation déjà problématique. Vous pouvez le voir comme ça. La dépression était déjà un nuage orageux qui planait sur l'économie. Smoot-Hawley a été l'étincelle qui a transformé un orage en tempête. Il n'a pas créé la tempête, mais l'a certainement aggravée. Il a provoqué tout le cycle vicieux de représailles, où un pays augmentait les tarifs, et les autres ripostaient. Le commerce diminue, aggravant la récession. La loi Smoot-Hawley a été un véritable fiasco, point final. Même si cela n'a pas déclenché à lui seul la Grande Dépression, cela a certainement aggravé les choses. La forte baisse du commerce mondial, l'effondrement des exportations agricoles et les représailles d'autres pays pointent tous vers un fait indéniable. Le protectionnisme ne fonctionne pas. C'est comme tenter de sauver un bateau qui coule en colmatant un trou tout en perçant un autre. Que les tarifs ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la cause principale ou simplement une mauvaise idée aggravante, une chose est sûre, Smoot-Hawley n'aurait jamais dû se produire. Le président Franklin Roosevelt s'en est rendu compte presque immédiatement. C'est pourquoi il s'est attelé à réparer les dégâts, s'efforçant d'annuler les effets catastrophiques de Smoot-Hawley, dès qu'il a pris ses fonctions en 1933. Sa réponse à la catastrophe tarifaire fut audacieuse et rapide. Le New Deal, le plan révolutionnaire de Roosevelt pour la reprise de l'Amérique, ne visait pas seulement à sauver les banques et à remettre les gens au travail. Il s'agissait de bouleverser les choses et de s'attaquer aux problèmes que les tarifs Smoot-Hawley avaient créés en premier lieu. Et l'une des plus grandes actions de Roosevelt a été de réduire ces tarifs astronomiques qui avaient provoqué une bagarre économique internationale. Rappelez-vous, le tarif Smoot-Hawley a étouffé le commerce mondial et a encore plus enfoncé l'économie dans le pétrin. Le plan de Roosevelt était donc de faire tout l'opposé. L'une de ses actions les plus audacieuses lors de ses efforts a été la loi sur les accords commerciaux réciproques de 1934. Ce n'était pas qu'un ajustement du système, mais plutôt comme annuler les désastreuses politiques protectionnistes mises en place. Roosevelt avait le pouvoir de négocier directement avec les gouvernements étrangers, diminuant les tarifs douaniers des deux côtés de l'Atlantique. Son objectif était de briser le cycle de représailles et de relancer le commerce. Un monde qui commerce est un monde prospère. Cette loi a permis aux États-Unis de passer de l'isolationnisme à devenir le leader mondial du libre-échange. Dans les années suivantes, les États-Unis ont été à l'avant-garde pour établir d'importants accords commerciaux internationaux, dont l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, devenu par la suite l'Organisation mondiale du commerce. Organisation mondiale du commerce. En démantelant les tarifs douaniers et en ouvrant les portes à la coopération internationale, le président Roosevelt a montré que le protectionnisme n'était pas la solution, mais le moyen de rester coincé dans une récession économique sans fin. Malgré les efforts cruciaux de Roosevelt, c'est la Seconde Guerre mondiale qui a véritablement mis fin à la Grande Dépression. Quand les États-Unis sont entrés en guerre en 1941, un événement dramatique s'est produit. Le chômage a chuté, passant d'un stupéfiant 8 millions en 1940 à un peu plus d'1 million en 1943. En réalité, plus de 16 millions d'Américains ont été conscrits dans l'armée. Le chômage réel dans le secteur privé est donc resté bien supérieur à ce que ces chiffres laissent penser.
Après la Seconde Guerre mondiale, l'ouverture des canaux du commerce international a inversé les contrôles écrasants des prix et des salaires. Une demande massive pour des biens bon marché est soudainement apparue. Le gouvernement, en tant que grand acheteur, a donné à l'économie l'impulsion fiscale nécessaire. Ce coup de pouce a stimulé les industries, créé des emplois et ouvert la voie à une augmentation des investissements privés. En fait, l'investissement privé a grimpé de 10,6 milliards en 1940 à 30,6 milliards de dollars juste un an après la fin de la guerre. À la fin de la guerre, l'économie était en plein essor et bien rétablie. La bourse a connu une hausse spectaculaire, améliorant la situation pour le public américain. Et c'est ce qui a mis fin à la Grande Dépression. Le changement économique, déclenché par la demande en temps de guerre, l'investissement et le commerce mondial. Cependant, le fait que les États-Unis aient réussi à sortir de la Grande Dépression ne signifie pas que la route a été facile. Au contraire, elle était rocailleuse, dangereuse et remplie de leçons que nous préférerions ne pas répéter. La loi Smoot-Hawley Tariff Act a causé des dégâts catastrophiques, laissant des cicatrices qui font toujours partie de l'histoire économique. Alors soyons clairs, personne, et nous voulons dire personne, ne voudrait emprunter cette route à nouveau, n'est-ce pas? Il s'avère que l'histoire n'est pas aussi lointaine que nous l'aurions souhaité. Au moment où nous pensions avoir tiré les leçons du passé, les tarifs douaniers font un retour fracassant. Le discours de l'administration américaine sur les tarifs douaniers aujourd'hui est empreint de nostalgie. La dernière approche des tarifs douaniers ne vise pas seulement à protéger les industries américaines de la concurrence étrangère. L'utilisation des tarifs douaniers comme arme de pouvoir vise le Canada, le Mexique, la Chine et même l'Europe, sous prétexte d'améliorer la position des États-Unis sur la scène mondiale. Les tarifs douaniers servent à obtenir des concessions politiques, comme le contrôle de l'immigration ou un levier géopolitique. Mais l'histoire a montré que les tarifs douaniers sont un jeu très risqué, surtout de nos jours. De nos jours, l'économie mondiale est bien plus interconnectée qu'avant la Seconde Guerre mondiale. Les chaînes d'approvisionnement complexes entre les États-Unis, le Canada et le Mexique impliquent que même de petites perturbations peuvent engendrer d'importants effets dominos. Et c'est là que les choses se compliquent. Il ne s'agit pas seulement de nuire à un secteur ou à un pays, mais de mettre en péril des écosystèmes économiques entiers. Lorsqu'un domino tombe, les effets de répercussion peuvent se faire sentir dans le monde entier. Les tarifs américains imposés à la Chine pourraient provoquer un ralentissement économique significatif. Les experts avertissent que ces mesures pourraient augmenter les coûts des ménages, réduire la production économique des États-Unis, et même déclencher une guerre commerciale mondiale pire que la récession des années 30. Et bien qu'il soit trop tôt pour dire si ces tarifs nous pousseront dans une grande dépression 2.0, le potentiel pour une répétition de l'histoire est indéniablement là, surtout si les représailles d'autres pays se transforment en une véritable guerre de représailles. L'approche America First peut sembler séduisante à court terme, mais si même une infime partie du chaos des années 30 revient, nous pourrions être confrontés à une réalité bien plus sombre. Espérons que nous avons tiré des leçons de ces erreurs passées. Pensez-vous que le tarif Smoot-Hawley a contribué à déclencher la Grande Dépression, ou n'était-ce qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand? Est-il possible que nous nous dirigions vers une Grande Dépression 2.0, où d'autres facteurs doivent-ils s'aligner avant d'atteindre ce niveau de crise? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Découvrez maintenant notre vidéo sur les conséquences de tarifs américains, à 100%, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.